Alors, on est là pour parler de toi, parler un peu de ce que tu as construit, ce que tu as vécu, les gens que tu as côtoyés. On peut dire que, comme Obélix, toute jeune, tu as tombé dans le chaudron. C'est vrai. Et quel chaudron? Comment on peut définir Frédéric Jérôme? Je crois vraiment, et on en a souvent parlé ensemble, qu'on a de la chance d'avoir rencontré ce métier, parce que je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait d'autre et comment je l'aurais fait. Tu veux que je te raconte ma vie? Mais vas-y. J'ai eu la chance, moi, quand je ne savais pas quoi faire après le bac, de traîner à Bruxelles et de rencontrer Maurice Béjart et son décorateur, qui était quand même une histoire assez incroyable. C'est le cousin de mon meilleur ami. Et le samedi soir, on ne savait pas quoi faire. Et Maurice Béjart nous invite à déjeuner, à dîner. Moi, j'étais impressionné. Et pendant le dîner, il interrogeait tout le monde gentiment. Et il me dit, mais toi, tu veux faire quoi dans la vie? Alors je dis, moi, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Je ne sais pas, justement, je me cherche. Et il me dit, je te vois bien régisseur de théâtre. Et je dis, mais comment il sait ça, ce monsieur? Parce que c'est pas marqué dessus. Et du coup, et lui et son décorateur, Roger Bernard, me disent, il y a une école, c'est la rue Blanche, va t'inscrire. Je rentre à Paris, j'essaie de m'inscrire, les inscriptions étaient closes. Je reviens à Bruxelles la semaine dernière, je dis bah non. Et Béjart me dit, dans la vie, il faut jamais se fier à ce que tu vois. Et il faut aller plus loin. Donc je retourne, je passe sous la loge de la concierge, je monte dans les étages, c'était le 21 rue Blanche, et je frappe au bureau du directeur, qui m'ouvre, un peu excédé, il m'écoute une demi-heure. Il y a eu 2-3 fois dans ma vie où tu sais pas d'où ça vient, tu inventes une histoire j'invente que j'étais une famille de théâtre, que tout ça. J'avais jamais mis les pieds au théâtre, j'avais juste vu les branquignoles avec ma maman, c'est tout. Et là, il dit, ok, je vous inscris. Et donc, fièrement, je retourne à Bruxelles et je dis, ça y est, il dit, vous voyez, tu vois ce que je t'avais dit. Et ça a démarré comme ça, en fait. Et là, j'enchaîne, j'ai jamais arrêté, en fait. Et tu es devenu un directeur de 2 lieux mythiques de Paris, les Folies Bergères, le Casino de Paris. Exactement. Mais j'avais une passion pour les musicals. J'avais été dans mes boulots de régisseur à Bobino pour Paco Ibáñez. Et cette salle, elle m'avait fasciné parce que l'odeur, l'ambiance, Brassens, tout le mythe. Et je pense qu'une salle se définit beaucoup par son histoire, par ce qu'il y a dedans, quoi. Moi, les salles qui ont une histoire, ça me parle, quoi. Et évidemment, mon rêve, c'était de diriger un musical. La vie m'en a donné 2 et pas des moindres. Donc, Wow, 2 quand même. Et est-ce que tu penses aujourd'hui comment le métier avance? D'abord, comment tu le sens, ce métier? Mais est-ce que ces 2 lieux, ils ont encore leur âme? Est-ce que ces âmes bougent? Est-ce qu'ils évoluent? Quelle est l'atmosphère qu'on découvre, le parfum de chaque lieu? Ces lieux, ils se réinventent constamment et ils sont caméléons. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de l'électro, ça c'est arrivé au Casino, ou de l'humour, ou le lendemain une pièce de théâtre. Le lieu, les gens me disent, mais c'est fait pour ça, c'est le lieu idéal pour ça. Donc en fait, sans cesse, ils se réinventent. Là, on a eu le spectacle Jean-Paul Gaultier pendant une saison. Les gens disaient, mais c'est évidemment la salle pour ça. Je crois vraiment que, moi je suis très optimiste. J'ai souvent une formule où je me définis moi-même comme désespérément optimiste. C'est vrai que ces lieux, il va se passer plein de choses. On va réinventer le système, quoi. Et aujourd'hui, comment fonctionne ce système, à ton avis? Est-ce que, évidemment, ça bougeait depuis les générations avant. Quel est le système d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sens? Quel est le mouvement? Le mouvement, il est souvent... Enfin, tu parles du point de vue économique ou du point de vue artistique? En réalité, les deux, parce que les deux, l'un a besoin de l'autre, quelque part. Alors, on n'est pas dans une si mauvaise période que ça, du point de vue des remplissages. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que effectivement, peut-être que le mot divertissement prend tout son sens et que avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens ont besoin de se divertir. Donc peut-être que nous, notre métier, c'est du médicament. Ça serait pas une bonne nouvelle, mais ça veut dire que le monde va mal. Mais d'un point de vue économique, ça marche pas si mal. Les salles sont plutôt pleines. Hein. Si je prends ce qui se passe en ce moment dans mes 2 salles, on n'a que des salles pleines. Donc c'est pas toujours comme ça et on en est plutôt content, quoi. D'un point de vue artistique, je pense que quand je disais que ça se réinvente, on en a parlé pour le théâtre. Le théâtre, il se réinvente parce qu'on commence à réécrire pour les jeunes. Alors, c'est pas notre cas, nous, c'est pas notre première activité, le théâtre, mais je pense que chaque génération, à partir du moment où on s'adresse à eux, on va les concerner. Donc, et artistiquement, il y a constamment des choses qui naissent. Moi, j'ai l'impression d'être vraiment entouré de créateurs. T'en fais partie, qui constamment me parlent de choses incroyables et qui m'ont des choses. Non, je suis assez optimiste. Hein. Je pense qu'artistiquement, on va coller à la période et réinventer des choses.
je suis sûr. Et tu vois qu'il y a de plus en plus de jeunes générations qui viennent, des nouveaux créateurs aussi Tout à fait. Qui se montrent. Oui, constamment. Mais toujours un nouveau metteur en scène qui fait un truc que les autres ne faisaient pas. On se demande d'ailleurs comment ça peut constamment, s'il y a des acteurs qui font ce que vous n'avez pas su d'avant, des chanteurs, les mouvements musicaux, ils n'arrêtent pas. Là, j'ai l'impression que la musique urbaine s'essouffle un peu et c'est bizarrement le rock qui revient, d'après ce qu'on nous dit. Enfin, bon, c'est assez cyclique et non, je suis assez confiant. Moi, le métier, il a toujours eu les hauts et les bas, mais est-ce qu'on l'appelle un métier ou est-ce qu'on l'appelle une vie, faire la scène? Toi et moi, on va appeler ça une vie parce que c'est la nôtre. Yes. Et puis, on ne voit pas comment elle peut s'arrêter. Comme tu disais, la retraite, ça n'existe pas pour toi. Moi, j'ai toute ma vie respiré dans un théâtre. Je pense que depuis cette rencontre belge, je n'ai jamais passé une journée, hormis pendant les vacances, sans aller dans un théâtre, sans fouler la scène, comme on vient de le faire là. Pour moi, c'est ma vie, un théâtre. Hein. Oui. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Le tout, c'est d'adapter. Et est-ce que, par exemple, en France, comment tu sens, toujours on parle des coupures budgétaires, on dit que les choses sont difficilement avec la culture, la création a toujours résisté. Oui, mais je pense que la création... à partir du moment où il y a du talent, où il y a le spectacle doit pouvoir exister quoi qu'il arrive, parce que nos employeurs, c'est les spectateurs. Les subventions, c'est très bien quand il y en a, des aides, ça permet de faire parfois des spectacles plus ambitieux. Je ne suis pas du tout contre le subventionner, mais mon premier souci, c'est que les recettes alimentent le théâtre et qu'on en vive. Et comme je te disais que ça ne marche pas si mal, non, je pense que j'aurais pas un discours aussi pessimiste. Effectivement, on va traverser sûrement une période plus compliquée, hein, il va falloir faire des efforts. Mais tous les secteurs vont faire des efforts, je pense. À partir du moment pourquoi, à ton avis, on va passer cette période compliquée, quand tu le dis? Parce que tu l'as vécu, qu'il va y avoir des coupes budgétaires. Non, mais ça, je parle de toutes les aides qu'on a, et on est quand même pas mal aidés. Hein. On est aidés, nous, notamment pour les bâtiments, qui sont des vieux bâtiments qui font partie de l'histoire. Et si on n'était pas aidés, on n'y arriverait pas. Bon, je pense qu'il va faire des choix. Ces bâtiments, par exemple, sont vraiment soutenus, ils sont aidés par l'État aussi pour le maintenir. Oui, on a ponctuellement des aides. On n'est pas aidés, on n'est pas subventionnés. On a des aides quand il y a des très gros chantiers. Et s'il n'y avait pas ces aides, est-ce que des bâtiments comme les Folies ou les casinos pouvaient exister? Alors, ça ouvre la porte à un autre débat, c'est que dans notre métier, il y a de la concentration, il y a des grands groupes qui, peu à peu aussi, rachètent des salles. Et c'est vrai qu'il y a des budgets qui ne peuvent être gérés que par des groupes, quasiment. Quoi. On est aux Folies Bergères, c'est considérable tout ce qu'il y a à faire ici. Quand le groupe Lagardère a racheté, il a fallu refaire la toiture, le traitement d'air, l'électricité était en 110 volts. Ils ont tout fait changer. Enfin, la salle était sur des carrières, il a fallu mettre des pieux pour ancrer la salle. Bon, c'est pharaonique. Et dans ces cas-là, effectivement, avoir des groupes derrière, c'est plutôt bien parce que ça permet de sauver ces endroits. Quoi. Alors, étant Folies et au casino, est-ce que tu es aussi producteur des spectacles ou est-ce que c'est que location? Comment fonctionne? Non, il peut arriver que sur certains projets, dans certaines périodes, on soit co-réalisateur. C'est-à-dire qu'on fait un partage de recettes. Oui. Voilà. Ça peut arriver, notamment sur les périodes plus calmes, comme c'est le cas l'été. On subit cette saisonnalité. La période forte, c'est de 15 septembre au 15 juin, on va dire. Et après, il y a un creux. Et moi, j'essaye souvent d'avoir des spectacles, que ce soit au Casino de Paris ou ici, où on prend un peu plus de risques. Voilà. Tu dis tu n'es pas le seul décideur là-dessus. Alors, je suis décideur sur ma programmation dans les deux salles. Je dirige ces deux salles, mais je dois reporter à un groupe, le groupe Lagardère. Il y a Jérôme Languet, qui est le président de toute la branche Entertainment, qui se trouve être aussi un producteur de spectacles. Il produit Mathieu Chédid, il produit Jean-Louis Aubert. Donc c'est quelqu'un qui a une très très bonne connaissance de l'endroit et on parle la même langue. Donc ça, c'est très précieux, effectivement, aussi. Oui. Donc ce sont des hommes plutôt d'affaires qui ont le plaisir et le goût du spectacle aussi. Absolument, absolument. Et la connaissance, qui est tout ce que c'est important. Parce que tu es bien placé aussi pour savoir que notre métier, il faut le comprendre pour bien le faire. D'accord. Comprendre comment ça marche, il y a plein de choses. Quoi. On parlait tout à l'heure de comment on parle aux artistes, ça s'apprend, tout s'apprend. Quoi. Et non, là, effectivement, moi, je trouve ça rassurant qu'on puisse à la fois bénéficier des moyens d'un groupe et en même temps d'une bonne compréhension. J'ai les mains libres complètement sur ce que je peux faire dans ces deux salles. Quoi. Personne ne va me poser la moindre question. Et est-ce que
des fois tu peux sentir qu'un spectacle peut être une réussite ou quand tu sens un spectacle prend beaucoup de risques par ces expériences ou est-ce qu'il n'y a pas de recette? Qu'est-ce que tu as? Je crois que si on aime ce métier, c'est parce qu'il y a cette part de risque. Je vais te prendre un exemple qui en plus fait référence au sujet d'avant. Quand Jean-Paul Gaultier est arrivé avec son projet de spectacle, il était avec Thierry Suc, qui est un de nos plus grands producteurs, qui produit Mylène Farmer, entre autres. Et on était là, à cet endroit-là, d'ailleurs, dans le hall, et ils se mettent à m'expliquer le spectacle. Et en me disant, on va prendre la salle 1 an, vous ne pourrez rien faire d'autre, ce qui est un risque, parce que si le spectacle ne marchait pas, la salle a été fermée pendant 1 an, et c'est le fait d'être ouvert qui fait qu'on a d'autres spectacles. Bon. Et à un moment, je suis allé voir justement Jérôme Langlais, qui est mon président, et je lui ai dit, c'est un gros projet, c'est tentant, c'est 2 grands hommes, qu'est-ce qu'on fait? Alors il me dit, qu'est-ce que tu sens toi? Alors je lui dis, c'est compliqué parce que j'essaye de mesurer les risques, mais je dis, si ces 2 grands hommes sont aussi sûrs d'eux, moi je suis partant d'y aller. Il me dit, vas-y, je te couvre parce qu'il y avait quand même un risque, hein, j'aurais été mal vu si j'avais fermé la salle pendant 1 an. Le spectacle se met en route. Et les premiers filages qu'on voit étaient catastrophiques. Alors là, c'était un cauchemar, c'était pas bien, quoi. Donc Thierry Suc, le producteur, fait son boulot, remodifie plein de choses, change des choses, et dit à la troupe, alors à partir de maintenant, de 10h à 18h tous les jours, alors qu'il y avait déjà des séances le soir, vous allez répéter. Et pendant 1 mois, ils répètent toute la journée, quoi. Ouais. Et ça a fait un spectacle extraordinaire derrière. Mais quand on a vu les premiers filages, moi je me suis dit, ça y est, on va jouer 2 mois, on va fermer, je vais me faire virer, enfin j'en sais rien, on imaginait tous les trucs les plus... Voilà, donc c'est pour dire qu'à la fois j'ai eu l'appui du groupe, et à la fois on ne sait jamais, c'est vrai que, enfin, toi tu as ça aussi avec tes spectacles, on ne sait jamais, c'est pas une science exacte, hein. Ouais, il peut y avoir un spectacle formidable qui ne marche pas, c'est juste une question de feeling, quoi, c'est de se dire, oui, ça peut-être... avec ce qu'on me dit. Parce que nous, au fait, on a souvent affaire à des spectacles qui n'existent pas. Oui, c'est ça. On a un projet. Donc on part sur un risque, ouais. On part sur un risque, ouais. Donc à nous de décrypter les bons éléments dans le dossier ou dans l'histoire qu'on nous raconte, et en dire si ça va cartonner ou pas, quoi. Mais Gaultier, on a fait une saison pleine à 6 séances par semaine. Hein. Ah oui, quand même. Avec les salles pleines, il y a 1700 places, c'était peut-être à 1600. Non, je suis très fier de cette aventure-là, parce que les gens sortaient. Il y a ça aussi, quand les gens sortent, tu vois, et qu'ils sont heureux, on se dit, mais ça nous récompense de tout ce qu'on fait toute la journée, quoi. Tu vois, les gens qui sont là, on voit cette tête, ils te remercient. Alors, là, tu dis, bon, voilà, on sert à quelque chose, on aide les gens à bien vivre, peut-être. Non, pose des petites questions un peu plus ouvert un peu. Si tu devrais avoir une deuxième vie, quelle serait pour toi une deuxième vie? Ah ouais, c'est dur ça. J'aime tellement ma première vie que une deuxième vie, c'est compliqué. C'est très difficile, mais des fois, je sais qu'il y a des similitudes dans mon métier avec l'hôtellerie, par exemple. Et l'hôtellerie dans un très beau cadre, dans un endroit... je pense qu'il y a une similitude. On est là pour accompagner des gens dans une expérience. Et l'objectif, c'est de vivre de ça, mais en même temps que les gens partent contents le lendemain ou le soir. Donc, bizarrement, il y a même les pilotes de ligne. J'ai un copain pilote de ligne, il dit, mais c'est la même histoire. Hein. Moi, j'ai des gens qui viennent de mon avion, je dois les amener à bon port, ils doivent sortir contents, et ils doivent se dire que le rapport qualité-prix était bon, et la qualité de l'expérience. Peut-être c'est l'hôtellerie, ouais, peut-être, parce que... Il y a un truc que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est les gens, en général. C'est vrai que je trouve que l'humain, c'est quelque chose, c'est une belle invention, l'humain, parce qu'il y a toutes ces facettes des gens et tout. Et le fait d'accueillir des spectateurs, ça pourrait être pareil, effectivement, un séjour dans un hôtel où tout doit être parfait, ça pourrait être ça, ouais. Et qui sont les mentors, les gens qui t'ont inspiré le plus? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Maurice Béjart, mais qui n'a pas été vraiment un mentor, c'était un déclencheur. C'était lui et son décorateur qui m'ont aiguillé dans ces trucs. Mais après, j'en ai eu plusieurs. Mais il y en a eu un important, c'est Jean-Claude Brialy, puisque je me suis retrouvé régisseur général des festivals d'Angers et Ramatuelle. Et c'était dans une grande époque, c'était peut-être une autre époque au théâtre, où il y avait des grands hommes. C'est un homme qui avait un culte des acteurs, et donc qui
a voulu me faire connaître et m'a fait des grandes surprises, quoi, parce que il y a un de mon premier rendez-vous, il me dit tu vas aller porter des fleurs à une amie, je pars avec ma mobilette, alors que moi je voulais signer mon contrat, j'étais impressionné par cet artiste, et je me retrouve rue Rémusat, je frappe et j'entends qu'est-ce que c'est? Alors, je dis c'est des fleurs de la part de Monsieur Brialy, mais un silence. C'est pas mon anniversaire. Et c'était Arletty. Et c'est extraordinaire pour un gamin qui était étudiant, parce que je venais d'entrer à la rue Blanche, enfin non, je finissais à la rue Blanche, de se retrouver face à Arletty qui te raconte Les Enfants du Paradis, le cinéma, enfin un truc incroyable. 2 jours après, il me dit bon, tu vas emmener mon ami acteur là à Angers pour visiter des châteaux pour qu'il joue. Je dis ok, bon, oh là là, bon, je vais avec ma vieille voiture, je me et je vois arriver Jean Marais. Et je passe 2 jours avec Jean Marais. Et ça, c'est extraordinaire pour aussi un gamin qui démarre dans le théâtre. On mangeait ensemble tous les 2 à midi avec sa voix comme ça. Et voilà, il me racontait ces trucs. Donc c'est vrai que Brialy a été Aujourd'hui, je fais tous les jours le tour des 2 théâtres, Casino de Paris et des Folies Bergères. Je revois Jean-Claude Brialy le faire dans son théâtre des Louvres parisiens, parce que j'y allais beaucoup là-bas, parce qu'on préparait les festivals là-bas. Et il était là, ah tiens, c'est quoi cette prise? Ah machin, t'as vu, il manque une ampoule sur la façade. Et par mimétisme, bon, donc tu parles de mentor, je pense que c'est lui qui m'a appris mon métier. J'en ai eu d'autres après, dont Michel Jonas, que j'ai rejoint sur le spectacle Mr. Swing. J'étais responsable des premières parties et qui est resté vraiment des... Il y a des gens comme ça qui sont un peu des lumières comme ça, des gens qu'on appelle quand on a besoin, quand on doute, voilà. Donc je dirais que le premier, c'est surtout Jean-Claude Brialy, quoi. Ouais. Et pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait un bon spectacle? Alors, je pense qu'on est un peuple qui aime qu'on nous raconte des histoires, et je pense qu'il faut qu'il y ait une narration. Ça peut être une chanson, quand on est enfant, on nous raconte une histoire pour s'endormir. La chanson française, c'est des histoires de 3 minutes et demie ou de 3 minutes. Les sketchs, c'est des histoires et c'est pas du stand-up, c'est pas juste pour faire rire. Je pense qu'on est sensible à la narration. Et des fois, la narration, il n'y a même pas de mots, hein, parce que Slavas No Show, il n'y a pas de mots. Il y a pour moi un des plus grands spectacles que j'ai pu accueillir dans mes salles. C'est pas forcément le mot, ça peut être, mais même dans la musique, il faut qu'il y ait une narration. Il faut que ton cerveau ait une histoire, quoi, voilà. Donc je pense que c'est ça en premier qui est pour moi le facteur. Faut qu'on me raconte quelque chose, quoi. Dès que je suis perdu, qu'on me raconte rien. Voilà. Ok. Alors dans nos petites conversations ensemble, on a préparé une petite série de 10 petites questions, une seule phrase. J'ai peur. Mais c'est ça, c'est bien d'avoir peur. Alors ça peut tac au tac et tu réponds librement comme ça, tu le laisses aller. Aujourd'hui, et on verra. Alors, si tu étais un artiste? Un genre ou un nom, tu veux? Un nom. Un nom, Georges Brassens. Georges Brassens, parce que il y avait, on parlait de la narration, mais il y avait un mode de vie. Ouais. Moi, j'ai été élevé avec cet univers-là, et au-delà du chanteur, au-delà de la musique, qui était super mélodie, il y avait une manière de vivre qui correspond à mes valeurs, quoi, vraiment. Donc, sans hésiter, c'est Georges Brassens. Quand tu parles des valeurs, est-ce que ce sont des valeurs vis-à-vis de la vie de tous les jours, par rapport aux valeurs du spectacle? Non, de la vie en général, de la manière de voir les autres, de cette forme d'humanisme, un peu anarchiste, mais pas trop, parce que finalement c'est assez conventionnel malgré tout. C'est vraiment un positionnement où je me reconnais complètement là-dedans. Ouais. Je rebondis sur anarchiste un peu. Quand tu es un directeur de ces 2 salles, tu as peut-être aussi une réponse à faire à peut-être des actionnaires ou des partenaires. Complètement. Tu sens cette pression des fois où ils te font confiance? Tout à fait, mais pour moi ça fait partie de la mission. C'est-à-dire que parmi mes missions, il y a celle de faire le chiffre qu'on me demande. Hein. C'est pas si mal que ça, parce que ça te force aussi à avoir des visions stratégiques sur la manière de programmer, sur la manière de communiquer aussi. C'est pas inintéressant et je conçois que ça soit normal. Hein. Les gens investissent dans quelque chose, il faut aussi que... J'ai pas de problème avec ça en tout cas. Malgré que j'étais un indépendant, hein, parce que pendant des années j'étais au Casino sans que ça soit un groupe, je me suis très très bien affranchi de tous ces trucs-là, quoi. Ça me pose pas de problème du tout. Très bien. Si tu étais une chanson? Si j'étais une chanson. Oui, comme tu aimes toutes ces chansons, surtout la chanson. Les passantes, justement.
Parce que, enfin, je trouve que c'est la plus belle chanson de Brassens, qui a été repris récemment dans le film Les passants? Les Passantes. Ah, les passantes. Tu sais, ça a été repris encore récemment dans le film qui a eu la Palme d'Or à Cannes d'Audiard. C'est à la fois une mélodie et c'est une chanson qui nous donne tu sais, il y a des chansons, tu les mets, ça bouge, voilà. Je mettrais celle-là, oui. Si tu étais un instrument de musique? La guitare. Tu joues? La guitare. J'ai joué, j'ai bien aimé parce que ça s'emmène partout et puis en 3 minutes tu peux mettre de l'ambiance et c'est un instrument qui est... Et j'aime beaucoup la guitare classique. Si tu étais auteur? Si j'étais auteur... De théâtre tu veux dire ou en général? Ça peut être théâtre, ça peut être livre. Si j'étais auteur... Bah là, on a parlé tout à l'heure de Art, la pièce de Yasmina Reza, c'est vraiment très bien écrit, quoi. Voilà. Il y a une mécanique dans cette pièce, ça pourrait être ouais, j'aurais peut-être bien aimé être Yasmina Reza, voilà. J'ai jamais pensé, mais... Oui, l'écriture... c'est magique, comme c'est une machine de guerre, quoi. Animal, quel animal te serait? L'animal, j'aime bien les chiens parce que j'avais peur des chiens, mais on m'a forcé à en avoir un et c'est devenu mon meilleur ami, alors que je pensais pas du tout. J'avais peur des chiens, c'était culturel et familial. Donc ouais, un gentil chien, c'est bien, c'est sympa, c'est le meilleur ami de l'homme, ça partage la vie des gens, c'est sympa un chien. Ouais. Le chien, on dit fidélité. Est-ce que tu penses aussi beaucoup à la fidélité des artistes? Oui. Je crois que tu as une fidélité avec certains artistes que tu aimes, comme Michel Jonas. Oui. Il y a Louis Chédid aussi que j'aime beaucoup. Enfin, il y a dans les chanteurs et même dans les plus jeunes, dans les humoristes, il y en a Danny Boone, on a démarré ensemble. On se voit pas beaucoup, mais chaque fois qu'on se voit, on a du plaisir à se retrouver parce qu'on a partagé à un moment donné un bout de vie. Gad Elmaleh, on a démarré aussi. Enfin, une partie des artistes qui est important aujourd'hui, on a vécu un moment de vie au moment où ils démarraient, donc on a forcément quelque chose qu'on a vécu ensemble, quoi. Oui, très bien. Et si tu étais un sportif? Si j'étais un sportif... Si j'étais un sportif, alors là je me suis jamais du tout posé la question, je suis pas très sportif. Peut-être Léo Marchand parce que je nage et que je comprends, je mesure en ramant moi et combien c'est miraculeux d'arriver à faire ce qu'il fait, quoi. Ouais. Peut-être ouais, c'est ça. Tiens. Ah, très bien. Un plat. Alors un plat. La daube provençale, parce que c'est le seul plat que je sais faire, et c'est une vieille dame provençale que j'aimais beaucoup qui m'a appris à la faire. Et en même temps, moi, quand je mange une daube provençale, j'entends les cigales dans les oreilles, et la voix de cette dame, avec son accent du Midi à couper au couteau, qui me disait « Ma belle Nine, reprendre de ma daube ». La daube à la provençale. Ok, un boisson? Une boisson. Une boisson. Une boisson. Il y a la boisson. Un grand vin, je pense. Un grand vin, ouais. Qu'est-ce que je... Ouais, je peux pas te citer un en particulier, mais pareil, j'ai une culture où j'y connaissais rien en gastronomie, en vin. Par la famille de ma femme, pour eux, ils parlaient que de ça, je comprenais pas, ils parlaient que de bouffe, de machin. Et j'ai appris à aimer des choses et je le regrette pas. Et le vin, j'ai appris sur le tard, mais un grand vin, un haut moyen ou un ça peut, ouais, on peut pas quand même, il y a du niveau. Si c'était une région ou une ville? Qu'est-ce que je voudrais être comme région? Ou ville. Ou ville. Alors, ville, c'est peut-être pas la même. La ville, c'est Paris, parce que c'est vrai que je suis très très parisien, j'adore cette ville. J'ai vécu toute ma vie. Hein. J'ai fait mes études dans le 9e à la rue Blanche, j'ai fait le tour du pâté de maison pour arriver au Casino de Paris. Même si j'ai beaucoup voyagé, je me sens bien à Paris. Après, la région serait peut-être plutôt la Provence, parce que justement, c'est là où je passais mes vacances. Et c'est assimilé à tellement de bons souvenirs, le bien vivre, le bon vivre. Ouais. Donc, ce sera la Provence, ouais. Dernière question, si tu étais un arbre? Si j'étais un arbre. Si j'étais un arbre. Un pin parasol aussi, parce que c'est vrai, ça aussi, c'est un arbre qui est assimilé à de la lumière, au vent, c'est un arbre qui est joyeux, je trouve. Ouais, un pin parasol.
Là aussi, il y a une référence Brassens, il cite souvent les pins parasols. Ouais. Eh ben merci. Oh, écoute, merci à toi. C'était super. Oui. On a passé un bon moment.